Chapitre 37 où se poursuit l'histoire de la fameuse infante Micomicona avec d'autres gracieuses aventures. Sancho écoutait tous ces propos, non sans avoir l'âme navrée, car il voyait s'en aller en fumée les espérances de sa dignité, depuis que la charmante princesse Micomicona s'était changée en Dorothée et le géant Pantafilando en Don Fernand. Et cela tandis que son maître dormait comme un bienheureux, sans se douter de tout ce qui se passait. Dorothée ne pouvait se persuader que son bonheur ne fût pas un songe. Cardenio avait la même pensée que Lucinda partageait aussi. Pour don Fernand, il rendait grâce au ciel de la valeur qu'il lui avait faite, en le tirant de ce labyrinthe inextricable où il courait si grand risque de son honneur et de son salut. Finalement, tous ceux qui se trouvaient dans l'hôtellerie faisaient éclater leur joie de l'heureux dénouement qu'avaient eu à la fois tant d'aventures enlacées ensemble et qui paraissaient désespérées. Le curé, en homme d'esprit, faisait ressortir ce miraculeux enchaînement et félicitait chacun de la part qu'il avait acquise dans ce bonheur général. Mais c'était encore l'hôtesse qui se réjouissait le plus haut, à cause de la promesse que lui avait faite le curé et Cardenio de lui payer tous les dommages et intérêts auxquels Don Quichotte lui avait donné droit. Seul, comme on l'a dit, Sancho s'affligeait. Seul, il était triste et désolé. Aussi, avec un visage long d'une aune, il entra près de son maître, qui venait enfin de se réveiller, et lui dit « Votre grâce, Seigneur, triste figure, peut bien dormir tant qu'il lui plaira, sans se mettre en peine de tuer le géant, ni de rendre à la princesse son royaume, puisque j'ai livré au géant la plus démesurée et la plus épouvantable bataille que je pense jamais avoir à craindre. Je lui ai fait voler la tête et le sang a jailli en telle abondance que des ruisseaux en coulaient par terre comme si c'eût été de l'eau. Vous feriez mieux de dire comme si c'eût été du vin, repartit Sancho, car il faut que votre grâce apprenne, si elle ne le sait pas encore, que le géant mort est une outre crevée, que le sang répandu sont les 30 pintes de vin rouge qu'elle avait dans le ventre, et que la tête coupée est la gueuse qui m'a mise au monde, et maintenant que la machine s'en aille à tous les diables. Que dis-tu là, fou s'écria Don Quichotte. As-tu perdu l'esprit? Levez-vous, seigneur, répondit Sancho. Vous verrez la belle besogne que vous avez faite et que nous avons à payer. Et vous verrez aussi la reine Micomicona changée en une simple dame qui s'appelle Dorothée et d'autres aventures encore qui vous étonneront si vous y comprenez quelque chose. Rien de cela ne m'étonnerait, reprit Don Quichotte, car si tu as bonne mémoire, l'autre fois que nous nous sommes arrêtés dans ce logis, ne t'ai-je pas dit que tout ce qui se passait était chose de magie et d'enchantement? Il ne serait pas étonnant qu'il en fût de même cette fois. Je pourrais croire à tout cela, répondit Sancho, si ma berne avait été de la même espèce. Mais elle fut par ma foi bien réelle et bien véritable. J'ai vu de mes 2 yeux que l'hôtelier, le même qui est là au jour d'aujourd'hui, tenait un coin de la couverture et qu'il me faisait sauter vers le ciel riant et se gaussant de moi avec autant de gaieté que de vigueur. Et je m'imagine tout simple et pécheur que je suis, d'où l'on reconnaît les gens. Il n'y a pas plus d'enchantement que sur ma main, mais seulement des coups à recevoir et des marques à garder. Allons, mon enfant, dit Don Quichotte, Dieu saura bien y remédier. Mais donne que je m'habille, et laisse-moi sortir d'ici pour aller voir ces aventures et ces transformations dont tu me parles. Sancho lui donna ses habits, et pendant qu'il lui aidait à les mettre, le curé conta à don Fernand et à ses compagnons les folies de Don Quichotte, ainsi que la ruse qu'on avait employée pour le tirer de la Roche-Pauvre, où il s'imaginait avoir été conduit par les rigueurs de sa dame. Il leur conta aussi presque toutes les aventures qu'il avait apprises de Sancho, ce qui les surprit et les amusa beaucoup, car il sembla, comme il semblait à tout le monde, que c'était la plus étrange espèce de folie qui pût entrer dans une cervelle dérangée. Le curé ajouta que l'heureuse métamorphose de la princesse ne permettant plus de mener à bout leur destin, il fallait chercher et inventer quelque autre artifice pour pouvoir ramener Don Quichotte jusque chez lui. Cardenio s'offrit à continuer la pièce commentée, dans laquelle Lucinde pouvait convenablement jouer le personnage de Dorothée.
Non, non, s'écria don Fernand, il n'en sera point ainsi. Je veux que Dorothée continue son rôle, et si le pays de ce bon gentilhomme n'est pas trop loin, je serai ravie de servir à sa guérison. Il n'y a pas d'ici plus de 2 journées de marche, dit le curé. Quand même il y en aurait davantage, reprit don Fernand, je le ferai volontiers en échange de cette bonne œuvre. En cet instant, Don Quichotte parut armé de toutes pièces, l'armait de membrun sur sa tête, bien que tout bossué, sa rondache au bras, et dans la main sa pique de messier. Cette étrange apparition frappa de surprise don Fernand et tous les autres venus. Ils regardaient avec étonnement ce visage d'une demi-lieue de long, sec et jaune, l'assemblage de ces armes dépareillées, cette contenance calme et fière, et ils attendaient en silence ce qu'il allait leur dire. Don Quichotte, d'un air grave et d'une voix lente, fixant les yeux sur Dorothée, lui parla de la sorte. Je viens d'apprendre, belle et noble dame, par mon écuyer ici présent, que votre grandeur s'est annihilée, que votre être s'est anéanti, puisque de reine et grande dame que vous aviez coutume d'être, vous vous êtes changée en une simple damoiselle. Si cela s'est fait par ordre du roi, mécromant votre père, dans la crainte que je ne vous donnasse par l'assistance convenable, je dis qu'il n'a jamais su et ne sait pas encore la moitié de la messe, et qu'il fut peu versé dans la connaissance des histoires de chevalerie. Car s'il les avait lues et relues avec autant d'intention et aussi souvent que j'ai eu le soin de les lire et de les relire, il aurait vu à chaque pas comment les chevaliers d'un renom moindre que le mien avaient mis fin à des entreprises plus difficiles. Ce n'est pas grand-chose, en effet, que de tuer un petit bout de géant, quelque arrogant qu'il soit. Il n'y a pas bien des heures que je me suis vue tête à tête avec lui, et je ne veux rien dire de plus pour qu'on ne dise pas que j'en ai menti. Mais le temps qui découvre toutes choses le dira pour moi quand nous y penserons le moins. C'est avec 2 outres et non un géant que vous vous êtes vus tête à tête, s'écria l'hôtelier, auquel don Fernand ordonna aussitôt de se taire et de ne plus interrompre le discours de don Quichotte. Je dis enfin, dit-il, haute dame déshéritée, que si c'est pour une telle raison que votre père a fait cette métamorphose en votre personne, vous ne devez lui prêter aucune croyance, car il n'y a nul péril sur la terre à travers lequel cette épée ne s'ouvre un chemin. Cette épée qui, mettant à vos pieds la tête de votre ennemi, vous remettra en même temps votre couronne sur la tête. Don Quichotte n'en dit pas davantage et attendit la réponse de la princesse. Dorothée, qui savait la résolution qu'avait prise don Fernand de continuer la ruse jusqu'à ce qu'on eût ramené don Quichotte dans son pays, lui répondit avec beaucoup d'aisance et non moins de gravité. Qui que ce soit, valeureux chevalier de la triste figure, qui vous ait dit que j'avais changé d'être, ne vous a pas dit la vérité, car ce que j'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Il est vrai que quelque changement s'est fait en moi, en la faveur de certains événements d'heureuse conjoncture, qui m'ont donné tout le bonheur que je pouvais souhaiter. Mais toutefois, je n'ai pas cessé d'être celle que j'étais auparavant, ni d'avoir la pensée que j'ai toujours eue de recourir à la valeur de votre invincible bras. Ainsi donc, monseigneur, ayez la bonté de faire réparation d'honneur au père qui m'engendra, et tenez-le désormais pour un homme prudent et avisé, puisqu'il a trouvé dans sa science un moyen si facile et si sûr de remédier à mes malheurs. Car je crois en vérité, Seigneur, qu'à moins d'avoir fait votre rencontre, jamais je n'aurais atteint le bonheur où je suis parvenu. Je dis si vrai que je prends à témoin de mes gardes la plupart des seigneurs que voici présents. Ce qui reste à faire, c'est de nous mettre en route demain matin. Aujourd'hui, l'étape serait trop courte, et pour l'heureuse issue de l'entreprise, je l'abandonne à Dieu et à la vaillance de votre noble cœur. La gentille Dorothée cessa de parler, et Don Quichotte, se tournant vers Sancho avec un visage courroucé. Maintenant, mon petit Sancho, lui dit-il, j'affirme que vous êtes le plus grand maraud qu'il y ait dans toute l'Espagne. Dis-moi, larron vagabond, ne viens-tu pas de me dire que cette princesse s'était changée en une demoiselle du nom de Dorothée, et que la tête que j'imagine bien avoir coupée au géant était la gueuse qui t'a mise au monde, avec 100 autres extravagances qui m'ont jeté dans la plus horrible confusion où je me sois vue en tous les jours de ma vie?
par le Dieu. Et il regardait le ciel en grinçant des dents. Je ne sais qui me tient de faire sur toi un tel ravage que le souvenir en mette du plomb dans la tête à tout autant d'écuyers menteurs qu'il y en aura désormais par le monde au service des chevaliers errants. Que votre grâce s'apaise, mon cher seigneur, répondit Sancho. Il se pourrait bien que je me fusse trompé quant à ce qui regarde la transformation de madame la princesse Micomicona. Mais quant à ce qui regarde la tête du géant, ou plutôt la décollation des outres, et à dire que le sang était du vin rouge, oh vive Dieu, je ne me trompe pas, car les peaux de bouc sont encore au chevet de votre lit, percés de part en part, et la chambre est un lac de vin. Sinon, vous le ferez quand il faudra faire frire, vous le verrez quand il faudra faire frire les œufs. Je veux dire, quand sa grâce, le seigneur hôtelier, viendra vous demander le paiement de tout le dégât. Du reste, je me réjouis au fond de l'âme de ce que madame la reine soit restée ce qu'elle était, car j'ai ma part du profit, comme chaque enfant de la commune. Eh bien, Sancho, reprit Don Quichotte, je dis seulement que tu es un imbécile. Pardonne-moi et n'en parlons plus. C'est cela, s'écria don Fernand, qu'il n'en soit plus question, et puisque madame la princesse veut qu'on ne se mette en marche que demain, parce qu'il est trop tard aujourd'hui, faisons ce qu'elle ordonne. Nous pourrons passer la nuit en agréable conversation jusqu'à l'arrivée du jour. Alors nous accompagnerons tous le seigneur Don Quichotte, parce que nous voulons être témoins des exploits inouïs qu'accomplira sa valeur dans le cours de cette grande entreprise dont il a bien voulu prendre le fardeau. C'est moi qui dois vous accompagner et vous servir, répondit Don Quichotte, et je suis très sensible à la grâce qui m'est faite et très obligé de la bonne opinion qu'on a de moi, laquelle je m'efforçais de ne pas démentir, dût-il, m'en coûter la vie, et plus encore, s'il est possible. Don Quichotte et Don Fernand continuaient à échanger des politesses et des offres de service lorsqu'ils furent interrompus par l'arrivée d'un voyageur qui entra tout à coup dans l'hôtellerie et dont la vue fit taire tout le monde. Son costume annonçait un chrétien nouvellement revenu des pays des morts. Il portait un justaucorps de drap bleu avec des pans très courts et des demi-manches, mais sans collet. Les hauts de chausses étaient également de drap bleu et le bonnet de la même étoffe. Il portait aussi des brodequins jaunes et un cimeterre mauresque pendu à un baudrier de cuir qui lui passait sur la poitrine. Derrière lui entra, assise sur un âne, une femme vêtue à la mauresque, le visage voilé et la tête enveloppée d'une large coiffe. Elle portait par-dessous une petite toque de brocart et une longue robe arabe la couvrait des épaules jusqu'aux pieds. L'homme était d'une taille robuste et bien prise. Son âge semblait dépasser un peu 40 ans. Il avait le visage brun, la moustache longue et la barbe élégamment disposée. En somme, il montrait dans toute sa tenue qu'avec de meilleurs vêtements, on l'eût pris pour un homme de qualité. Il demanda en entrant une chambre particulière et parut fort contrarié quand on lui dit qu'il n'en restait aucune dans l'hôtellerie. S'approchant néanmoins de celle qui semblait à son costume une femme arabe, il la prit dans ses bras et la mit à terre. Aussitôt, Lucinde, Dorothée, l'hôtesse, sa fille et Maristorne, attirées par ce nouveau costume qu'elles n'avaient jamais vu, entourèrent la mauresque, et Dorothée, qui était toujours accorde et prévenante, s'apercevant qu'elle semblait partager le déplaisir qu'avait son compagnon de ne point trouver une chambre, lui dit avec bonté: ne vous affligez point, madame, du peu de commodité qu'offre cette maison. C'est le propre des hôtelleries de n'en avoir aucune, mais cependant, s'il vous plaisait de partager notre gîte, montrant du doigt Lucinde, peut-être que dans le cours de votre voyage, vous n'auriez pas souvent trouvé meilleur accueil. L'étrangère, toujours voilée, ne répondit rien, mais elle se leva du siège où on avait assise, et croissant ses deux mains sur sa poitrine, elle baissa la tête et plia le corps en signe de remerciement. Son silence acheva de faire croire qu'elle était mauresque et qu'elle ne savait pas la langue des chrétiens. En ce moment revint le captif, qui s'était jusqu'alors occupé d'autre chose. Voyant que toutes ces femmes entouraient celle qu'il avait amenée avec lui, et que celle-ci ne répondait mot à tout ce qu'on lui disait, « Mesdames, leur dit-il, cette jeune fille entend à peine notre langue et ne sait parler que celle de son pays. C'est pour cela
qu'elle n'a pas pu répondre à ce que vous lui avez demandé. Nous ne lui demandons rien autre chose, répondit Lucinde, que de vouloir bien accepter notre compagnie pour cette nuit et de partager la chambre où nous la passerons. Elle y sera reçue aussi bien que le permet un tel lieu, et avec tous les égards qu'on doit à des étrangers, surtout lorsque c'est une femme qui en est l'objet. Pour elle et pour moi, madame, répliqua le captif, je vous baise les mains, et j'estime à son prix la faveur que vous m'offrez. Dans une telle occasion, et de personnes telles que vous, elle ne peut manquer d'être grande. Dites-moi, Seigneur, interrompit Dorothée, cette dame est-elle chrétienne ou musulmane? Son costume et son silence nous font penser qu'elle est ce que nous ne voudrions pas qu'elle fût. Par le costume et par le corps, répondit le captif, elle est musulmane, mais dans l'âme, elle est grandement chrétienne, car elle a grand désir de l'être. Elle n'est donc pas baptisée, reprit Lucinde. Pas encore, répliqua le captif. Elle n'a pas eu l'occasion de l'être depuis notre départ d'Alger, sa patrie, et jusqu'à présent, elle ne s'est pas trouvée en péril de mort si imminent qu'il ait fallu la baptiser avant qu'elle eût appris les cérémonies qu'exige notre sainte mère l'Église. Mais Dieu permettra qu'elle soit bientôt baptisée avec toute la décence que mérite la qualité de sa personne, plus grande que ne l'annoncent son costume et le mien. Ces propos donnèrent à tous ceux qui les avaient entendus le désir de savoir qui était la mauresque et le captif. Mais personne n'osa le demander pour l'instant, voyant bien qu'il était plus opportun de leur procurer du repos que de les questionner sur leur histoire. Dorothée prit l'étrangère par la main et la faisant asseoir auprès d'elle, elle la pria d'ôter son voile. Celle-ci regarda le captif comme pour lui demander ce qu'on venait de lui dire et ce qu'il fallait faire. Il répondit en langue arabe qu'on la priait d'ôter son voile et qu'elle ferait bien d'obéir. Aussitôt, elle le détacha et découvrit un visage si ravissant que Dorothée la trouva plus belle que Lucinde et Lucinde plus belle que Dorothée. Et tous les assistants convinrent que si quelques femmes pouvaient égaler l'une et l'autre par ses attraits, c'était la mauresque. Il y en eut même qui lui donnèrent sur quelques points la préférence. Et comme la beauté a toujours le privilège de se concilier les esprits et de s'attirer les sympathies, tout le monde s'empressa de servir et de fêter la belle arabe. Don Fernand demanda au captif comment elle s'appelait, et il répondit « Léla Zoaïda ». Mais dès qu'elle entendit son nom, elle comprit ce qu'avait demandé le chrétien, et s'écria sur-le-champ, pleine à la fois de dépit et de grâce. Non, non, Zoaïda, Maria, Maria, voulant faire entendre qu'elle s'appelait Marie et non Zoraïde. Ces paroles et l'accent pénétré avec lequel le mauresque les prononça firent répandre plus d'une larme à quelques-uns de ceux qui l'écoutaient, surtout parmi les femmes, qui sont de leur nature plus tendre et plus compatissantes. Lucinde l'embrassa avec transport en lui disant « Oui, 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 Marie !» Et la mauresque répondit « Si, si, Maria, Zoraïda Makanke », c'est-à-dire « plus de Zoraïde ». Cependant la nuit approchait, et sur l'ordre des compagnons de don Fernand, l'hôtelier avait mis tous ses soins et toute sa diligence à préparer le souper de ses hôtes le mieux qu'il lui fut possible. L'heure venue, ils s'assirent tous alentour d'une longue table étroite, faite comme pour un réfectoire, car il n'y en avait ni ronde ni carrée dans toute la maison. On offrit le haut bout à Don Quichotte, qui essaya vainement de refuser cet honneur, et voulut qu'on mît à ses côtés la princesse Micomicona, puisqu'il était son chevalier gardien. Ensuite s'assirent Lucinde et Zoraïde, et en face d'elle, Don Fernand et Cardenio. Au-dessus d'eux, le captif et les autres gentilshommes, puis, à la suite des dames, le curé et le barbier. Ils soupèrent ainsi avec appétit et gaieté, et leur joie s'accrut quand ils virent que Don Quichotte, cessant de manger et poussé du même esprit qui lui fit autrefois adresser au chevrier un si long discours, s'apprêtait à parler. En vérité, dit-il, mes seigneurs, il faut convenir que ceux qui ont fait profession dans l'ordre de la chevalerie errante voient des choses étranges, merveilleuses, inouïes. Sinon, dites-moi, quel être vivant y a-t-il au monde qui, entrant à l'heure qu'il est par la porte de ce château, et nous voyant attablés de la sorte, pourrait juger et croire que nous sommes qui nous sommes? Qui dirait que cette dame assise à mes côtés
est la grande reine que nous connaissons tous, et que je suis ce chevalier de la triste figure, dont la bouche de la renommée répand le nom sur la terre. À présent, il n'en faut plus doter. Cet exercice, ou plutôt cette profession, surpasse toutes celles qu'ont jamais inventées les hommes, et il faut lui porter d'autant plus d'estime qu'elle est sujette à plus de dangers. Qu'on ôte de ma présence ceux qui prétendraient que les lettres l'emportent sur les armes, car je leur dirai, quels qu'ils fussent, qu'ils ne savent ce qu'ils disent. En effet, la raison que ces gens ont coutume de donner et dont ils ne sortent jamais, c'est que les travaux de l'esprit surpassent ceux du corps et que dans les armes, le corps seul fonctionne, comme si cet exercice était un vrai métier de portefaix qui n'exigeait que de bonnes épaules, ou comme si dans ce que nous appelons les arts, nous dont la profession n'était pas comprise les actions de l'art militaire, lesquelles demandent la plus haute intelligence, ou comme si le guerrier qui commande une armée en campagne et celui qui défend une place assiégée ne travaillaient point de l'esprit comme du corps. Est-ce par hasard avec les forces corporelles qu'on parvient à pénétrer les intentions de l'ennemi, à deviner ses projets, ses stratagèmes, ses embarras, à prévenir le mal qu'on redoute, toutes choses qui sont du ressort de l'entêtement et où le corps n'a certes rien à voir? Maintenant, s'il est vrai que les armes exigent comme les lettres la coopération de l'esprit, voyons lequel des deux esprits a le plus à faire, celui de l'homme de lettres ou celui de l'homme de guerre? Cela sera facile à connaître par la fin et le but que se proposent l'un et l'autre, car l'intention qui se doit le plus estimer est celle qui a le plus noble objet. La fin est le but des lettres. Je ne parle point à présent des lettres divines, dont la mission est de conduire et d'acheminer les âmes au ciel, car à une fin sans fin, comme celle-là, nulle autre ne peut se comparer. Je parle des lettres humaines. C'est, dis-je, de faire triompher la justice distributive, de rendre à chacun ce qui lui appartient, d'appliquer et de faire observer les bonnes lois. Cette fin assurément est grande, généreuse et digne d'éloge, mais non pas autant toutefois que celle des armes, lesquelles ont pour objet et pour but la paix, c'est-à-dire le plus grand bien que puissent désirer les hommes en cette vie. Ainsi, les premières bonnes nouvelles que reçut le monde furent celles que donnèrent les anges dans cette nuit qui devint notre jour, lorsqu'ils chantaient au milieu des airs. Gloire soit à Dieu dans les hauteurs célestes, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. De même, le meilleur salut qu'enseigna à ses disciples bien-aimés le plus grand maître de la terre et du ciel, ce fut de dire, lorsqu'ils entreraient chez quelqu'un, que la paix soit en cette maison. Et maintes fois encore, il leur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que la paix soit avec vous. Comme le plus précieux bijou que fût donné et laissé une telle main, bijou sans lequel ni sur la terre ni dans le ciel, il ne peut exister aucun bonheur. Or cette paix est la véritable fin de la guerre, et la guerre est la même chose que les armes. Une fois cette vérité admise, que la fin de la guerre c'est la paix, et qu'en cela elle l'emporte sur la fin des lettres, venons maintenant aux travaux de corps du lettré et à ceux de l'homme qui fait profession des armes, et voyons quels sont les plus rudes. Don Quichotte poursuivait son discours avec tant de méthode et en si bons termes qu'il forçait alors tous ceux qui l'entendaient à ne plus le prendre pour un fou. Au contraire, comme ils étaient pour la plupart des gentilshommes destinés par leur naissance à l'état des armes, ils l'écoutaient avec beaucoup de plaisir. Je dis donc, continua-t-il, que voici les travaux et les peines de l'étudiant. D'abord et par-dessus tout, la pauvreté, non pas que tous les étudiants soient pauvres, mais pour prendre leur condition dans tout ce qu'elle a de pire. Quand j'ai dit que l'étudiant souffre la pauvreté, il me semble que je n'ai rien de plus à dire de son triste sort, car qui est pauvre n'a rien de bon au monde. Cette pauvreté, il la souffre quelquefois par partie. Tantôt c'est la faim, tantôt le froid, tantôt la nudité, quelquefois aussi ces trois choses à la fois. Cependant, il n'est jamais si pauvre qu'il ne trouve à la fin quelque chose à manger, bien que ce soit un peu plus tard que l'heure, bien que ce ne soit que les restes des riches. Et c'est là la plus grande misère de l'étudiant, ce qu'il appelle entre eux aller à la soupe. D'une autre part, il ne manque pas de quelque cheminée de cuisine, de quelque brasero dans la chambre d'autrui, où il puisse, sinon se réchauffer, au moins se dégourdir un peu.
Et enfin, la nuit venue, ils dorment tous sous des toits de maison. Je ne peux pas descendre jusqu'à d'autres menus détails, à savoir le manque de chemises et la non-abondance de souliers, la vétusteté et la maigreur de l'habit, et ce goût pour s'empiffrer jusqu'à la gorge quand la bonne fortune leur envoie quelques banquets. C'est par ce chemin que je viens de peindre, âpre et difficile, qu'en bronchant par-ci et tombant par-là, se relevant d'un côté pour retomber de l'autre, ils arrivent au degré qu'ils ambitionnent. Une fois ce but atteint, nous en avons vu beaucoup qui, après avoir passé à travers ces écueils, entre ces charybdes et ces Chilia, arrivent comme emportés par le vol de la fortune favorable et gouverner le monde du haut d'un fauteuil, ayant changé leur faim en satiété, leur froid en douce fraîcheur, leur nudité en habit de parade, et leur natte de jonc en drap de toile de Hollande et en rideau de Damas, prix justement mérités de leur science et de leur vertu. Mais si l'on compare et si l'on balance leurs travaux avec ceux du guerrier, de combien ils restent en arrière? C'est ce que je vais facilement démontrer.